Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode d'Atkins le Plus, le spin-off du podcast Le Film le Plus dans lequel nous plongeons ensemble dans l'intégralité de la filmographie de l'une des dernières stars d'action moderne, Scott Adkins. Je suis Aurel et dans chaque épisode, je vous parle de 3 films dans lesquels apparaît l'acteur dans l'ordre de production. L'occasion ainsi de mesurer l'évolution de carrière et d'en connaître un peu plus sur lui et la manière dont sont montés ses films. Pour chacun de ces films, je donne 4 notes en fonction du scénario, de la réalisation, du jeu des autres acteurs avant de donner une ultime note liée à la performance de Scott que j'ai appelée la note Adkins. Cela nous donne donc 4 x 5 points à répartir pour établir une note totale sur 20 et ainsi réaliser le classement de tous les films de l'acteur. Le concept étant posé, il est temps de reprendre le fil de notre histoire. Alors vous vous souvenez, bon an mal an, l'exercice chronologique imposé par moi-même comme règle de ce podcast nous a déjà fait traverser presque 10 ans de carrière pour 15 apparitions dans des longs métrages et des résultats que l'on qualifiera objectivement de variables. Le dernier en date, le bien nommé Ninja, aura quelque peu laissé un goût amer à son réalisateur et à son acteur principal, pourtant enfin en tête d'affiche d'une production, aussi modeste soit-elle. Tourné en 2008, Ninja marquera le début d'une période de vache maigre pour Scott, qui va passer près d'une année entière sans tourner, retournant en Angleterre prêter main forte à sa mère et recommencer à dispenser des cours d'arts martiaux pour tuer le temps et surtout remplir le frigo. Une période de doute qui aura son importance sur l'orientation de sa carrière, basée sur un seul leitmotiv, travailler. Nous voici donc arrivés en 2009, et heureusement pour l'acteur, son expérience lui permet de pouvoir compter sur un entourage important, puisqu'après déjà 4 films en commun, Isaac Florentine et Scott Adkins ont tissé des liens forts et commencent à peser tout doucement sur les ventes et les locations de DVD de la firme New Image, spécialiste de l'opportunisme à petit budget et en tout genre. Aussi pour mieux faire passer la déception artistique de Ninja, les deux comparses souhaitent revenir à un personnage qu'ils connaissent et qui leur a offert un succès très correct dans les lecteurs DVD du monde entier. Je veux bien sûr parler du personnage de Yuri Boyka, le grand méchant de Undisputed 2, qui occupe la tête de notre humble classement. Ils ont cette fois une idée bien différente en tête, à savoir transformer notre iconique bad guy en véritable héros d'action. C'est donc le point de départ pour le film dont on va parler dès maintenant. Ce film, c'est Undisputed 3, Rédemption. Et c'est reparti! Boyka est de retour, dans la prison la plus terrible du monde. Gorgone, c'est l'enfer. Et c'est là que vous êtes. L'épreuve la plus mortelle Bienvenue dans le tout premier tournoi international de prisonniers boxeurs. est sur le point de commencer. Je veux me battre. Face au meilleur boxeur du monde, c'est du suicide. Tu viens de voir tout qui s'éteint. Blim! Un affrontement. Un trophée. Personne ne peut battre mon protégé Turbo. Boxez! La liberté. Tourné en 4 semaines et demie en fin de printemps 2009, dans les studios bulgares de la société de production pour 3 petits millions de dollars, cette suite directe va appuyer encore plus l'impact du personnage de Boyka dans la carrière de Scott Adkins. Est-ce que cela en fait pour autant un bon film ? Eh bien, il est temps de le décortiquer. On avait laissé Boyka blessé la jambe en vrac suite à son combat perdu face à George Chambers dans le 2e volet de la saga, et lance donc boitant et errant dans sa cellule derrière une pilosité plus que négligée, une sorte d'ombre de lui-même réduit au nettoyage des toilettes comme un vieux détenu oublié, qu'on va retrouver Boyka, qui a pourtant été le plus grand champion d'une prison très particulière, où les prisonniers les plus violents s'affrontent sur un ring pour le plaisir de quelques membres de la pègre et de politiciens corrompus en mal de paris et de sensations fortes. Mais un jour, il croise à nouveau la route de Gaga, si vous vous souvenez de ce personnage, un grand instigateur de cette compétition non officielle. Gaga est de passage pour rencontrer Saïkov, le nouveau grand champion de la prison, Saïkov qui est alors toujours invaincu et qui est en passe de devenir le représentant russe d'une compétition internationale de prisonniers combattants organisée en Géorgie. Yuri va alors tout tenter pour remonter sur le ring et redevenir Boyka, même sur une patte. Après une irruption impromptue sur le ring et malgré donc sa jambe fragilisée, il va venir à bout de Saïkov et tenter de gagner la liberté promise pour le gagnant de ce grand tournoi en partant combattre des prisonniers venus des 4 coins du globe. Une fois sur place, il va rencontrer Turbo, un redoutable adversaire américain, et là, nos 2 compères que tout oppose au départ vont pourtant découvrir à leur insu que tout le monde ne part pas forcément avec les mêmes chances au départ, et tandis que les vaincus ne semblent jamais rejoindre leur pays d'origine, le terrible combattant colombien Raúl Dolor Quiñones bénéficie quant à lui d'un traitement de faveur bien particulier.
Voilà en substance l'histoire toujours imaginée par David N. White, l'auteur sur Special Force et Undisputed 2, qui traduit ici l'envie très claire de créer un film de tournoi à la Bloodsport, mais dans le milieu carcéral. L'autre objectif très clair aussi, et qui est d'ailleurs énoncé dans le titre, c'est de faire de cet opus celui de la rédemption du personnage de Boyka, en amorçant clairement un virage du personnage vers une forme d'héroïsation et d'iconisation. On peut pas donner tort là-dessus à l'équipe du film, tant le potentiel du personnage était évident, et ce mélange de colère et de besoin de rachat parvient à donner un peu plus de profondeur au personnage pour lequel on cherche dans le scénario à fuir toute tentative d'explication sur le crime qui l'a conduit à une peine de prison qu'on imagine assez lourde. L'évolution de la relation entre Boyka et Turbo est également intéressante. Ils sont d'abord ennemis puisqu'en opposition pour une seule et unique possibilité de remise en liberté, et ils vont être amenés par ce qu'ils vont subir ensemble à s'allier et à trouver des subterfuges pour s'entraider et se préparer à combattre malgré le travail forcé qui leur est imposé. Alors cette relation, elle va même jusqu'à évoluer vers une sorte de lien homo-érotique inavoué à base de petits regards cachés et notamment une scène d'adieu particulièrement déchirante. C'est certainement pas la volonté première des scénaristes, mais c'est pourtant particulièrement flagrant au visionnage, probablement en raison de l'absence aussi totale de personnages féminins. Le reste de l'intrigue est assez classique, voire secondaire. C'est un film de tournoi, donc on retrouve les grands codes de ce type de film, avec en plus quelques petites machinations qui se trament en coulisses, mais que je vous inviterai à découvrir directement dans le film. Déclinez vos noms, prison et crime. Jill Lam, camp 14, Corée du Nord. Meurtre. Andrew Craig, centrale de Sisak, Croatie, j'ai tué 2 personnes. Petros Maros, Karidalos, Supermax, Athènes, Grèce, j'ai tué 3 personnes. Jean Dupont, prison des Baumettes, Marseille, France, meurtre. Yuri Boyka, Tchernia Chalmy, Russie. Meurtre avec préméditation. Vous l'aurez compris, il y a pas mal d'éléments intéressants dans cette intrigue malgré tout, surtout pour une production de ce type, à savoir une franchise d'arts martiaux strictement réservée au marché de la vidéo. Du coup, au moment de mettre la note, j'ai bien envie de saluer l'effort et d'y aller d'un bon 3 sur 5, soit la note la plus élevée en scénario jusqu'à présent. Pour moi, c'est autant pour ce qu'il veut raconter directement que pour ce qu'il nous dit indirectement. Bon, ça reste un très bon début. Isaac Florentine, qu'on ne présente plus dans ce podcast, est à nouveau à la manœuvre, toujours accompagné de son directeur photo et de sa monteuse, avec cette fois-ci l'idée d'en faire un film à la Sergio Leone. Alors restons accrochés toutefois à nos proportions, puisque au-delà de la notion de duel permise par les confrontations de nos combattants spécialistes du MMA, l'univers carcéral réduit quelque peu la possibilité d'offrir une équivalence au Grand Ouest américain. Bon, qu'à cela ne tienne, le réalisateur s'offre un peu plus de sorties extérieures que d'habitude, à travers quelques décors naturels de la campagne bulgare, des scènes de travail forcé dans une carrière plutôt bien éclairée, ou un plan large final tout en symbole de libération. De retour à l'intérieur, l'utilisation de spots dirigés vers le ring fait toujours son petit effet, et Isaac continue sa manie de jouer avec les gros plans et les accélérer. C'est une des raisons, avec la photographie un peu trop terne sur pas mal de plans, qui ne permet pas au film de sortir de son carcan visuel du direct ou vidéo un tout petit peu mieux troussé que la masse, quoi. Les chorégraphies de combat sont l'œuvre d'un nouveau venu dans ce podcast, à savoir Larnell Stovell, que nous aurons l'occasion de croiser à nouveau dans de futurs épisodes, et qui est un cascadeur et chorégraphe de combat à la carrière plutôt intéressante, puisqu'on peut le retrouver au générique d'autres franchises, comme les suites Never Back Down avec Michael J. White que j'ai déjà évoqué, mais aussi des très belles productions étrangères comme The Raid 2 de Gareth Evans, ou alors l'incroyable Bahubali 2 de S.S. Rajamouli, que je vous invite à découvrir d'urgence. Il donne clairement ici la plus-value au film à travers des scènes de combat variées, virevoltantes et aériennes, avec un rendu très dynamique. Le fait d'en avoir fait un combat international permet aussi d'utiliser diverses techniques de combat, avec une mention spéciale aux combattants brésiliens, un véritable copier-coller du personnage d'Eddie dans le jeu Tekken 3, qui utilise les mouvements de capoeira, et ce qui rend les nombreuses scènes d'action et de combat encore plus ludiques. La musique du film est assez moyenne et n'a rien d'honorable, mais la bande originale hip-hop relève quelque peu le niveau, avec une mention spéciale pour la réutilisation de Bring It On lors du combat final de 7 minutes quand même entre Boyka et Quiñones, un Bring It On qui était la musique déjà utilisée sur le film précédent. Le film se tient vraiment bien, laisse peu de place à l'ennui et sait être bon dans ses scènes de combat.
ce qui est essentiel pour un film de tournoi, hein, qu'on se le dise. Il est encore plus généreux que le précédent sur les combats, mais j'avais trouvé la photo un peu plus travaillée. Résultat, ça s'équilibre un petit peu, on reste dans le bon niveau du direct-to-video. J'ai donc conservé la même note que pour Undisputed 2, à savoir un très encourageant 3/5. Côté casting, évacuons tout de suite les 3 rôles secondaires offerts à des mercenaires de la télé et de la série B, à savoir Mark Ivanir, qui reprend son rôle de Gaga en mâchouillant des légumes pendant tout le film et en donnant juste ce qu'il faut de petits mafieux russes, Robert Costanzo, qui jouait tout de même Harry dans Total Recall, qui interprète son homologue américain avec toute la gouaille d'un Joe Pesci de bas étage qu'on lui connaît, ou encore le très expérimenté Vernon Dobchev, qui est né à Nîmes et qui peut se targuer d'avoir à son palmarès le rôle de Butler dans Indiana Jones et la dernière croisade, mais aussi une apparition dans la série de TF1 Sœur-Thérèse.com. Difficile de faire mieux comme un grand écart facial. Il a l'air ici un peu trop fatigué pour convaincre dans son rôle d'organisateur de tournois pour membres de Rotary Club en manque de sensations fortes. Bon, on a évacué ces 3-là, intéressons-nous maintenant aux 2 principaux antagonistes de Boyka, avec en premier lieu l'américain Turbo, campé par un certain Michael Shannon Jenkins, qui a la particularité quand même d'avoir, en 2004, gagné la première saison d'une émission de télé-réalité qui s'appelait I Wanna Be a Soap Star, où des apprentis comédiens s'affrontent pour remporter un rôle récurrent dans le feuilleton General Hospital. Malheureusement pour lui, ce rôle dit récurrent s'est finalement révélé plutôt secondaire, et ce personnage se fera tuer au bout de quelques épisodes. Mais c'est également un acteur qui peut se vanter d'avoir joué dans les 3 déclinaisons de la série Les Experts, dans 3 rôles différents, ce qui est tout à son honneur. Le reste, c'est un peu une carrière dans les limbes du téléfilm familial destiné aux après-midi de W9, ou des productions destinées au bac à solde des Walmart du Kentucky. Et bon, là, il joue de manière correcte, mais balisée, le rôle du jeune américain de la street un petit peu arrogant, mais avec cette touche d'humanité qu'il faut pour nous faire croire à son histoire personnelle. Son lien avec Boyka fonctionne bien, parfois même très bien si on considère ma réflexion tout à l'heure sur l'homo-érotisme involontaire du film. Et puis enfin, il faut qu'on parle absolument du géant Quiñones, qui est campé par l'intéressant Marco Zaror. Intéressant parce qu'on peut facilement rapprocher sa carrière de celle de Scott Adkins sur pas mal d'aspects. Pour vous présenter un petit peu, Marco est né au Chili le 10 juin 1978 d'une maman qui a tout de même été la première femme ceinture noire de karaté du pays. C'est donc tout naturellement que le fiston devient maître en taekwondo et kickboxing, tout en touchant au judo, à l'aïkido ou au Shotokan karaté. Il fait la rencontre au lycée d'Ernesto Diaz Espinosa, qui en plus d'être né exactement le même jour que Marco, s'avère aussi un grand fan de cinéma. C'est ainsi que va débuter une collaboration fructueuse entre les deux, Espinosa tenant la caméra tandis que Zaror s'affaire à jouer le héros d'action à l'écran. Leur premier film, Mirage Man, est d'ailleurs le tout premier film de super-héros chilien. Suivront des films comme Kiltro, Mandrill, Redemir, ou dernièrement El Puño del Cóndor. Alors sans Espinosa, Marco comptera surtout sur le réalisateur mexicain Robert Rodriguez pour lui offrir des apparitions dans Machete Kills, Alita ou la série Une nuit en enfer. Mais c'est tout récemment qu'il a fait parler de lui pour son rôle de Chidi dans le 4e John Wick, où apparaît également un certain Scott Adkins. La boucle est bouclée, mais la comparaison s'arrête là, puisque si Zaror possède un physique impressionnant de par sa taille, et s'il maîtrise le combat et tient la barre haute à Boyka, il a ses limites dans le jeu, son regard vide et surtout son manque évident de charisme explique très probablement le fossé qui sépare la carrière des deux acteurs. Tu vois, quand j'étais au trou, je me souviens avoir entendu des histoires incroyables sur Yuri Boyka, le roi des boxeurs de prison. Je m'étais dit, il doit être muy peligroso. Mais ensuite, il a perdu face à un boxeur américain. On a dit, Boyka est un animal blessé maintenant. Il est devenu le champion des toilettes. Si je suis le champion des toilettes, ça risque de te faire drôle quand je vais te niquer ta putain de race pour de bon. Alors vous l'entendez, Quiñones a pourtant quelques bonnes lignes de dialogue, mais son interprétation ne tient pas la comparaison, que ce soit avec Scott ou avec Michael J. White sur le film précédent. On est donc de manière générale un cran en dessous du film précédent, donc d'Undisputed 2. Je vais donc lui attribuer une note casting de 2/5. Pour Scott, autant le dire clairement et rapidement,
c'est le film qui marque une nouvelle ère. C'est son deuxième rôle consécutif en tant que tête d'affiche, mais il a pu cette fois peser sur son rôle et réinterpréter, voire même remodeler un personnage qu'il connaît déjà, mais surtout qu'il apprécie, en tout cas à ce moment-là. Il se plaît à jouer les hommes en colère en quête de rédemption, et franchement ça se voit et ça marche. De toutes les apparitions précédentes, c'est clairement celle-là où il crève le plus l'écran. Et pour ne rien enlever, là où on aurait pu croire à un ronronnement martialement parlant, il nous offre des nouveaux gestes encore plus fous. Du coup, même sur une patte, il virevolte, il cogne fort, il donne à lui seul vraiment 90% de l'intérêt du film. Et je suis pas le seul à penser ça, puisque c'est à partir de cette période, et sur les années qui ont suivi, que Boyka est devenu plus important encore que Scott Adkins. La page Facebook du personnage de Boyka a cumulé jusqu'à 2 millions d'abonnés de plus que celle de l'acteur. On a retrouvé Boyka sur des publicités dans les magazines de musculation, c'est Boyka qu'on invite sur des exhibitions de MMA pour émir en manque de sensations fortes, bref, Adkins a parfois eu l'impression de s'effacer face à l'importance prise par son personnage auprès de la communauté des fans d'arts martiaux, et c'est peut-être ce qui explique qu'il va pas renouer si rapidement avec ce personnage clé. En attendant, les spectateurs que nous sommes se font plaisir, et si Undisputed 3 est ce qu'il est, c'est bien grâce à l'incarnation du personnage par l'acteur. Et toi alors ? Je dois gagner. Ah oui, tu dois gagner. Tu peux pas comprendre. Essaie quand même. Dieu a eu la bonté de me faire une faveur. Il m'a accordé un don, un seul. Il a fait de moi le boxeur le plus parfait qui est au monde. Je me suis entraîné toute ma vie. Autant vous dire que la note va être haute, la plus haute donnée de toute catégorie confondue, avec un très beau et mérité 4,5 sur 5. Et donc, avec une note totale de 12,5 sur 5, un seul deviendra Invincible 3 Rédemption ou Undisputed 3 Redemption devient sans surprise notre tout nouveau numéro 1 du classement, juste au-dessus du deuxième opus. Vous me pardonnerez donc d'avoir été un peu plus long que d'habitude pour vous parler de ce film, ou plutôt de THE film. On devrait être beaucoup moins long et dithyrambique sur le prochain film qui lui joue dans une toute autre catégorie. Je le disais en préambule, il se passe une année entre le tournage de Ninja, je ne vais pas remettre le son, et celui d'Undisputed 3, à la suite de quoi les propositions ne vont pas non plus affluer sur le bureau de Scott qui sera confronté à une nouvelle année de disette avant de trouver sa prochaine production. Donc autant vous dire qu'il est alors dans une période où il ne peut pas vraiment se permettre de jouer les difficiles, une période où le plus important pour lui ce sera de travailler. Et c'est ce que va lui permettre Moshe Diamond, le producteur historique de Jean-Claude Van Damme, qui a croisé Scott sur le plateau de The Shepherd, et qui est impliqué ici à la production exécutive d'une toute petite production d'action horrifique répondant au doux nom de Re-Kill. You know, I don't want to say scared. A little jittery, versus maybe 2 tours in Afghanistan, 1 tour in Pakistan before it went up in smoke. The guys got soldiering questions, they come to me. We don't know how infectious it is. We know I can do it, but the truth is, once you get cut, you're dead. Got a bad feeling about this. Man up, pussy. You gotta destroy the brainstem. These things are getting faster. Re-Kill est emballé assez rapidement au cours de l'été 2010, Adkins sera rappelé plus d'un an plus tard sur le tournage de Bad Yankees pour quelques reshoots, tandis que le film lui ne sera pas distribué avant octobre 2015, soit 5 ans plus tard. Sa diffusion se fait dans le cadre de la sélection du festival Horror Fest, qui est devenu ensuite 8 Films to Die For, qui était un festival américain qui proposait pendant une semaine dans plusieurs salles à travers le pays 8 films indépendants distribués par la société After Dark, et qui a proposé quand même des petites pépites comme Abandonné de Nacho Cerda, The Hamiltons des Butcher Brothers, Mulberry Street de Jim Mickle ou encore Frontières de notre Xavier Jeance national. Ce festival a eu droit à 4 éditions entre 2006 et 2010 avant de revenir une dernière fois en 2015 et de nous proposer donc ce Re-Kill. Et Re-Kill, qu'est-ce que ça raconte ? Au début du métrage, on suit une toute petite fille seule chez elle qui va s'installer devant la télévision et nous faire entrer littéralement dans le programme d'une chaîne de télé dont l'émission phare consiste à nous immerger dans le quotidien de la Air Division,
une unité de soldats d'élite spécialisée dans le re-kill, soit littéralement le retuage, de corps réanimés suite à un virus ayant conduit à un apocalypse zombie 5 ans plus tôt et ayant décimé 85% de la population. Après un premier épisode où les spectateurs sont témoins d'un fiasco ayant conduit à la mort de la quasi-intégralité de l'unité, mais aussi à celle de l'insupportable journaliste, nous allons suivre une nouvelle unité qui sera envoyée en mission dans une zone devenue inaccessible au sein de laquelle ont été repérées des activités zombiesques anormales. Ce scénario de génie, on le doit à Michael Hurst, un habitué de la maison New Image, à qui on doit le fameux Mosquito Man, et qui avait déjà commis l'irréparable avec le script de Ninja. On s'en souvient encore. Il est ici épaulé par l'acteur Bruce Payne, qui a probablement proposé des modifications à même le plateau en réponse à l'inanité de ce qui lui était demandé de jouer. Quoi qu'on se le dise, qu'on se le dise directement, on est déjà pas mal d'années après le début du renouveau de films de zombies, ou plutôt le lancement de la mode du film d'infectés, des zombies qui courent quoi, suite au succès des excellents 28 jours plus tard et sa suite, ou de l'Armée des morts de Zack Snyder, le remake risqué mais réussi du zombie de George Romero. Romero qui avait déjà finalisé sa seconde trilogie zombie avec les très bons Land of the Dead, Diary of the Dead et le différent Survival of the Dead. Bref, tout a déjà été dit et redit sur le sujet et Rick Hill n'essaye absolument pas de réinventer le genre ni d'y apporter de la nouveauté. La seule originalité réside dans le fait que nous sommes entièrement sur une chaîne de télévision et qu'on nous propose des intermèdes à base de fausses publicités pour vanter les mérites du sexe, parce qu'il faut repeupler la Terre, de la cigarette avec un slogan qui nous demande carrément ce qu'on a d'autre à perdre vu les circonstances, ou encore un mystérieux médicament censé nous protéger de l'infection en cas de morsure. Malheureusement, c'est tout ce qui a sauvé, et on s'ennuie plutôt poliment, mais vraiment fermement face à cette histoire archi rabattue, et des personnages lambda et pas vraiment intéressants, à l'exception d'un soldat fanatique religieux joué justement par Bruce Payne, persuadé que tout cela est dans le plan de Dieu pour sélectionner une sorte d'humanité d'élite, et de tous les réunir et les sauver au sein d'une grande arche. She was in the yard gardening. We never saw them coming. Thankfully, I'd taken Vividine. I saw what was happening, so I called 912. It took 9 minutes for help to arrive. If it wasn't for Vividine, it would have been too late. But she's alive, thanks to Vividine. Vividine is a revolutionary new drug that increases your chances of surviving a Rian attack by stopping the virus cold in its tracks. Vividine, the last line of defense. A chance for life. Vividine. Available where all fine products are sold. Tout ça demeure bien maigre et clairement ça mérite pas plus qu'un petit 1 sur 5. La mise en image ne vaut pas vraiment mieux, loin de là, le réalisateur bulgare Valeri Milev, dont le summum de carrière aura été la réalisation de Détour mortel 6, et son directeur photo Anton Bakarski, connu pour The Grudge 3 et Lake Placid 3, nous pondent un faux documentaire à la mode Cops, la célèbre émission américaine suivant des arrestations musclées de la police. Soit c'est un parti pris qui peut être intéressant, surtout que le found footage ne cesse d'être à la mode et qu'il est à la portée de toutes les bourses. Sauf que là, clairement, l'équipe du film tourne avec 5 ou 6 caméras, et nous offre un montage ultra cut qui ferait passer les anges gardiens de Poiré pour du Kubrick, qui défonce toute volonté de réalisme du faux documentaire. Et ça n'a aucun sens, et le pire c'est que ça dessert complètement le récit. Mais vraiment, c'est improbable qu'ils aient souhaité faire un documentaire réaliste en ayant autant de caméras et d'angles de vue différents, et un cut aussi important, ça n'a aucun sens. Pour pas aider, la lumière est quasi inexistante, et la photo est tellement terne qu'on comprend absolument rien aux actions pendant tout le film. Non mais vraiment, faut voir pour le croire. La caméra tremble dans tous les sens, il fait noir tout le temps, l'unité d'élite est elle-même vêtue de noir des pieds au casque, et les plans ont du mal à durer plus d'une demi-seconde, c'est carrément une souffrance à regarder. Donc du coup, quand je dis faut voir pour le croire, je vous invite surtout à me croire pour éviter d'avoir à vous infliger cette chose qui de toute façon est difficilement trouvable, et on comprend bien pourquoi il est resté si longtemps sur les étagères. D'ailleurs, je m'excuse, je n'ai pas trouvé d'extrait en français puisque je n'ai pas trouvé de version française du film. When did this happen? I kind of lost track of time, but it's weeks ago now. 3? Maybe 4 weeks. How come nobody knows about this? Because they're smart enough to sit tight. The longer they stay here, the bigger their army gets, the more Rians get delivered in the trucks. Army?
Oh yeah. Army of the dead. We're no longer top of the food chain. We're food. Franchement, pas la peine d'aller plus loin. Je vais lui accorder un demi-point pour l'effort d'avoir allumé des caméras et pour la respiration offerte par les fausses publicités. Encore une fois, le seul réel intérêt à l'image, quoi. Ça sent vraiment pas bon pour le classement, tout ça. Pour le choix des acteurs, vu la modestie du film, on peut être assez étonné du CV des personnages principaux. S'agissant de toute une unité d'élite, je vais peut-être m'arrêter que sur 4 personnages. Donc premièrement, Matthews, la seule femme de l'unité, qui est incarnée par Daniela Alonso, une actrice sortie de séries pour ados comme les Frères Scott ou les Friday Night Lights, mais surtout le remake de Dynasty et les suites de survival horrifiques comme Détour mortel 2 ou La colline à des yeux 2, la suite du chef-d'œuvre d'Alexandre Aja, faut-il le rappeler. En numéro 2, nous avons Hernandez, joué par Jesse Garcia, un chien fou de la bande. Garcia, vous l'avez peut-être déjà croisé dans la série Une nuit en enfer, ou plus récemment dans Ambulance de Michael Bay. Numéro 3, on retrouve le sergent de l'unité que tout le monde doit appeler Sarge, campé par Roger Cross, un comédien jamaïcain spécialiste du doublage, et que nous avons pu apprécier dans les séries Dark Matter, Arrow ou 24 heures chrono, en plus d'apparaître dans le Nick Fury de David Hasselhoff, attention, le seul vrai, Trouble Jeu ou encore Sauver Willy 3. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, le soldat Winston, lui, est interprété avec panache par l'immense Bruce Payne, que toutes les personnes de goût se doivent de connaître pour avoir joué les bad guys dans l'incomparable Passager 57 avec Wesley Snipes, mais aussi pour ses rôles dans Donjons et Dragons, Highlander 8 Game, et bien évidemment sa collaboration avec le non moins immense Gérard Pires dans Riders. Positif tout ça, me direz-vous? Oui, s'il y avait eu des personnages un minimum intéressants à jouer, et si tout ce beau monde était bien dirigé, sauf qu'il y a peu de place aux personnages pour exister, malgré quelques faces caméra pour débriefer des situations et développer quelques backstories, mais tout le monde fait son minimum pour prendre son chèque et quitter la Bulgarie au plus vite. Mention spéciale à Roger Cross qui, malgré une bonne voix grave, passe son temps à parler la mâchoire serrée. Dans l'histoire, seul Bruce Payne tente de faire exister un tant soit peu son personnage hyper caricatural. C'est la raison pour laquelle j'offre un tout petit point sur les 5 que j'avais à offrir sur le jeu d'acteur, quand je vous disais que ça sentait pas bon. Pourra-t-on compter sur Scott pour relever la note et sauver ce Rick Hill d'un fond de classement auquel il semble promis? Rien n'est moins sûr pour celui qui interprète Parker, un soldat d'élite parmi les soldats d'élite, dont la seule caractérisation consiste à devoir biper chacune de ses interventions verbales en raison d'un langage trop châtié. Donc il balance beaucoup de vilains mots, que vous n'entendrez pas du coup. Le reste du film, il tire dans le tas, planqué dans sa combinaison du SWAT anti-zombie, n'a même pas le droit à un petit coup de pied ou un petit coup de poing, juste de la punchline et du défouraillage de zombies complètement illisibles. Alors spoiler alerte, il finit par être le premier de l'unité à se faire mordre par un infecté, et après un petit pétage de câble, il se fait trouer la peau en mode gruyère par ses petits copains d'unité, pour disparaître au bout d'une petite heure de film. Autant vous dire que la demi-heure restante fut quelque peu longuette. Guys, I think Parker got bit. I saw it. Parker. It's just a scratch. Scratch or bite? It's just a scratch. I'm fine. He's bit. That's no scratch. Look at him. He's infected. It's a fucking scratch, Sarge. All right, I'm fine. Look at him. He's turning. Hey, I said I'm fucking fine. Look, I'm taking them Vividine pills, man. I take them every fucking day. The freaking pills don't work, man. Ah! Fuck it! Fuck! Fucking stupid! Fuck! Stupid mom! Parker, stand down! Stow your weapon! Alors oui, on a vu pire, mais on a surtout vu bien mieux, alors autant pas trop s'attarder et lui accorder le point d'honneur, parce qu'on lui permet de faire autre chose que de la figuration. Ce qui fait qu'avec un total de 3,5 sur 5, Rick Hill s'offre l'exploit d'atterrir directement à l'avant-dernière place de notre classement, bien calé entre Black Mask 2 et Pit Fighters, qui me paraît la juste position et nous permet surtout de pouvoir passer enfin à autre chose. Et le job qui occupera Atkins à l'automne 2010, ce sera un film qui sortira en DVD et en VOD un an plus tard, juste après Undisputed 3, ce qui lui permet ainsi d'oublier un peu les déboires de distribution de Rick Hill. C'est par l'intermédiaire d'un producteur que Scott est mis en relation avec les agents Joe Hutton et Bill Petrie, qui vont dès lors représenter les intérêts de l'acteur. Il est amené à passer un essai pour un nouveau film d'action destiné au marché de la vidéo, et remplacer les acteurs initialement prévus, à savoir Steven Seagal puis Vinnie Jones, et cet essai va aboutir et lui permettre de partager à nouveau l'affiche avec un certain Jean-Claude Van Damme, après la déception qu'a représenté leur collaboration sur The Shepherd. Quand on sait à quel point Seagal et Van Damme se détestent depuis longtemps, on comprend assez facilement que le projet n'ait pas vu le jour comme initialement prévu. Et honnêtement, c'est pas plus mal pour Scott et les spectateurs, d'autant que nous pouvons quitter pour quelque temps la Bulgarie, et nous rendre cette fois-ci à Bucarest, capitale du voisin roumain. Nous allons ainsi parler de
Assassination Game. I'm a weapon. I don't choose where I'm pointed. One target. There's a job. I'm out of the business. Target's Polo. 2 assassins. For one. Another potential contract. Double your usual fee. It's a job. I'll take it. For the other. It's personal. I want in. Avant de passer au scénario, une petite anecdote intéressante qui en dit long sur l'univers du film d'action à petit budget. Le film s'appelait initialement Weapon, mais les producteurs ont finalement choisi de le retitrer afin de mieux le vendre au marché du film. Je m'explique. Les productions à petit budget ont besoin de distributeurs pour que leur film soit le plus visible possible, et donc obtenir un meilleur retour sur investissement et puis un coût d'achat directement. Pour cela, il existe des lieux et des temps de rencontre, comme à Cannes, où chacun tente de vendre son film, parfois même avant qu'il soit tourné. C'était par exemple la spécialité de Roger Corman, le roi de la série B américaine, qui vendait ses productions parfois sur une seule idée ou une affiche tapageuse. Les producteurs de Weapon se disent qu'avec un nom pareil, il risque de figurer bien en bas des listings classés par ordre alphabétique, et donc de n'être consulté qu'à un moment où les distributeurs ont déjà dépensé leur enveloppe. Donc pour pallier à ça, ils trouvent un titre qui les fera remonter dans la liste, la participation de Jean-Claude Van Damme devant faire le reste. Voilà pourquoi le film s'appelle Assassination Games et non pas Weapon, de quoi nous rappeler qu'il n'est pas toujours facile d'exister en tant qu'œuvre dans un tel business. Voilà, ceci étant dit, il est temps de passer au scénario du film. Assassination Games est écrit par Aaron Thomas, un spécialiste du petit écran qui créera plus tard la série SWAT, et qui nous conte ici l'histoire d'un tueur en série professionnel, le français Vincent Brasil, recoucou les noms de merde, qui accepte à peu près tout type de contrat tant qu'on y met le prix, et qui rate sa cible en raison de la participation au même moment d'un autre tueur qui va faire capoter toute l'opération. Il faut dire que cet autre tueur, Roland Flint, a des comptes à régler avec cette cible, le très vilain Yacour, responsable du coma de sa femme après une terrible agression et un viol collectif quelques années auparavant. Flint a été mis sur le coup par des agents véreux d'Interpol car il est le dernier à savoir ce qu'il est advenu d'une valise pleine d'argent sale liée à leur malversation. Flint et Brasil, après s'être affrontés, vont alors devoir collaborer pour régler leur compte à toute cette bande de personnes pas très fréquentables et qui foutent un joyeux bordel en Roumanie. L'idée intéressante du film est surtout de faire collaborer les deux personnages de Jean-Claude Van Damme et de Scott Adkins, malgré leurs motivations différentes vers un objectif commun. La vengeance qui anime Flint n'a rien de bien original, mais elle a pour elle d'offrir une vraie motivation au personnage. C'est moins le cas, par contre, de celui de Brasil, qui recueille un jour une jeune prostituée battue par son mec qui souhaite transformer l'intégralité de son immeuble, de l'immeuble où vit Brasil, en hôtel de passe. Il faut dire que derrière un apparat délabrement, son appartement cache en fait un somptueux loft dans lequel il peut s'exercer au violon tout en y cachant son artillerie lourde. Forcément, les deux personnages, donc celui de Brasil et de la prostituée, vont se rapprocher. Brasil est censé n'avoir aucune attache et donc la pègre locale utilisera cette relation contre lui. C'est un peu facile et capillotracté, on l'accorde, surtout qu'on cherche quand même à nous faire passer le personnage pour un solitaire méthodique. Quelqu'un de maniaque, passionné de musique classique, comme tout bon tueur à gages qui se respecte. Dans l'ensemble, c'est assez routinier sans être désagréable, c'est classique mais c'est pas inintéressant, et je le mettrais un peu au même niveau qu'un film comme La Vengeance dans la peau par exemple, soit un bon 2,5 sur 5. La réalisation, elle est signée de Ernie Barbarash, c'est un réalisateur d'origine ukrainienne qui commence sa carrière dans la poursuite de franchises en vidéo avec des titres comme Cube Zero, préquel pas ouf et un peu cheap de Cube de Vincenzo Natali, ou encore Hypnose 2 avant de gagner plus tard sa croûte dans des palanquets de téléfilms de Noël achetés à l'appel par TF1 et M6. Le film est très marqué par la photo très gris-jaunâtre de Phil Farnett, un ancien collaborateur de Rob Zombie qui possède une solide expérience dans les petits budgets et qui cherche certainement à s'adapter à la décrépitude urbaine des quartiers de Bucarest qu'il met en image, mais là ça vient surtout pourrir la colorimétrie et rendre la tenue visuelle globale du film assez moche quel que soit le décor. Le rythme il est assez lent, sans être pour autant ennuyeux, il prend le temps de développer ses personnages tout en offrant des scènes d'action sympas sans être mémorables. À noter une musique plutôt pas mal de Neil Acri, un artiste particulièrement actif dans le monde du jeu vidéo. Arrête de me raconter les conneries. Quand je reviendrai, je veux que tout ce bordel soit à l'intérieur, à peu près rangé, et que tu sois habillé pour aller bosser, t'as compris? Est-ce que t'as compris? Salut, ça va? On est vos nouveaux voisins, October et moi. C'est votre appart, là? Oui. J'ai l'intention de m'agrandir un peu côté boulot, et du coup, je voudrais acheter tout l'étage.
vous proposerez un prix valable. Ça, j'en doute. Le film se tient pour ce qu'il est, mais il est vraiment plombé par sa photo qui date beaucoup le film, et le rend finalement moins agréable à regarder qu'il n'aurait pu l'être. C'est dommage, ça m'amène malheureusement à lui attribuer un léger 2 sur 5 en réalisation. Du côté des acteurs, l'occasion nous est donnée d'assister à une petite réunion de famille pas banale, puisque dans sa grande bonté, papa Jean-Claude permet à 2 de ses morpions de cachetonner un peu. Nous avons donc Chris Van Damme, ou Christopher Van Varenberg selon les films, et également Bianca Van Varenberg, ou Bianca Brigitte Van Damme, ou Bianca Brie. C'est pire que les reditrages de DTV, cette affaire. Et c'est des acteurs qui n'auront droit finalement à une carrière quasiment exclusivement grâce à leur papa. Chris joue ici Shell, un jeune premier d'Interpol impliqué dans des affaires pas très nettes avec un certain aplomb mais un charisme laissé au vestiaire, ce qui reste mieux que Bianca qui déjà n'apparaissait que dans un court flashback mielleux dans The Shepherd et qui joue ici pendant la quasi-totalité du film allongée dans un lit puisqu'elle incarne Anna, la femme de Roland Flint, et qu'on ne la voit se mouvoir que dans un flashback de sa terrible agression. C'est assez difficile à ce stade donc de se faire un jugement de son jeu. Jean-Claude, quant à lui, est à présent bien ancré dans sa phase de jeu dépressive post-JCVD. Il se force un peu à jouer les tueurs impassibles jusqu'à avoir une larme finale suite à l'assassinat d'October, la prostituée qu'il a accueillie chez lui. Heureusement, les quelques scènes de baston viennent un peu relever notre sourcil gauche au visionnage du film. Un petit peu, j'ai dit. Quant à October, elle est interprétée par l'actrice serbe Maria Karand, qui ne s'est pas exportée tant que ça en dehors de son pays, et on peut le comprendre, tandis que Polo Yacour, le grand bad guy de l'histoire, est campé par un Ivan Kay des grands soirs. Vous avez peut-être déjà vu passer sa trogne de méchant bourru dans le Layer Cake de Matthew Vaughn, dans Dark Shadows de Tim Burton, Bloody Milkshake ou encore la série Viking. Il est ici peut-être parmi les acteurs les plus crédibles du casting principal. Bien entendu, tu exécutes des ordres. Je suis pas si différent d'un médecin. Ou d'un serveur. Je remplis une fonction. Oui, je vois. Moi aussi, je remplis une fonction. T'es en train de me traiter de pute? Non, t'es qu'un prestataire de service. Je suis pas comme toi, rien à voir. J'ai pas le choix, moi. J'ai rien ni personne. Toi, t'as du pouvoir, plein d'argent. Tu peux changer de vie à n'importe quel moment. Pourtant, tu choisis de continuer. Je dois sortir. Tout ça s'avère pas ouf sans être honteux, assez proche finalement du ressenti face à Undisputed 2. Donc je vais lui accorder la même note, un 2 sur 5. I'm the most complete fighter in the world. Concernant la note Atkins, Scott, lui, il hérite du rôle donc de Roland Flint, un tueur à gages rangé des voitures suite à l'agression qui a plongé sa femme dans le coma, et qui va reprendre du service par pure vengeance personnelle. Un personnage qui lui permet à nouveau de partager l'affiche avec son idole Jean-Claude Van Damme, et de réparer un peu la mauvaise impression laissée par l'expérience The Shepherd, pour lequel la star belge qui a été invitée à intégrer le cercle naissant de Scott Atkins, on s'en rappelle, il ne s'était pas montré non plus des plus confiants et avait freiné un peu les volontés d'action de l'équipe du film. Là, c'est l'inverse, c'est Scott qui est invité dans l'univers de Vandamien de l'époque, et la collaboration se passe bien mieux. Déjà, leurs personnages doivent collaborer, et l'alchimie fonctionne plutôt bien, et le projet se présente dès le départ comme un film de personnages, un film d'action au relent dramatique dans la lignée de ce que souhaite proposer Jean-Claude Van Damme à l'époque. Ça donne donc l'occasion à Scott de proposer un peu plus que d'habitude, crédible vraiment dans le rôle de mari dévasté par le chagrin, homme bon malgré un métier peu défendable et impitoyable lorsqu'il s'agit de venger sa bien-aimée de ses agresseurs. Il est surtout derrière une arme à feu, mais n'est pas avare en bagarre. Donc on a ici un panel un peu plus complet que d'habitude sur ses habilités d'acteur, et le charisme qu'il dégage lui permet carrément, selon moi, de voler la vedette à un Jean-Claude Van Damme un peu trop poussé vers la dépression sur ce film. Je sais que vous aimez garder les mains propres. Mais je vous promets que si vos pitbulls me lâchent pas un peu, je reviendrai chez vous. Je buterai votre femme et je vous ferai bouffer son cœur, est-ce que c'est clair? Je sais pas de quoi vous voulez... Je suis sûr que vous m'avez compris. Adieu. Non! C'est pas le film qui va vous permettre d'apprécier toutes les qualités martiales de Scott Atkins, mais il a l'avantage de proposer autre chose, et cette autre chose est plus qu'honorable, je trouve. Ça mérite donc une belle note Atkins à 3,5 sur 5. Et donc avec un total de 10 sur 20, Assassination Games atteint étonnamment la 3e place du classement, plutôt bien payé pour un film qui pourtant, soyons honnêtes, n'est pas hyper agréable à l'image, mais se laisse voir vraiment sans déplaisir.
Ce qui fait qu'on va récapituler un petit peu notre petit classement de 18 films avec un top 3 complètement remanié et composé d'Undisputed 3, Undisputed 2, et donc la surprise Assassination Games, et un flop 3 qui est lui aussi remanié avec Black Mask 2, Rick Hill et l'indéboulonnable telenovelesque Pit Fighter. Voilà. C'est ainsi que va se terminer notre épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter sur les réseaux, à vous abonner à nos émissions. Vous pouvez dès à présent retrouver le classement complet sur la page Sens Critique du podcast. Je vais essayer de vous mettre un lien en description. Je pense que je ne l'ai toujours pas fait, mais je vais le faire. On se retrouve bientôt avec un nouvel épisode qui s'annonce lourd, chargé, qui va sûrement, encore une fois, bouleverser notre classement. On verra. En tout cas, j'ai très hâte de le préparer et de vous le proposer. En attendant, vive la bagarre!